syndicale dans un premier temps. L'arrêté a été suspendu par la justice. Ça renvoie quand même l'image d'un pouvoir qui est sur les dents, un petit peu autoritaire aux entournures. Oui, En termes de communication, c'est pas terrible non plus. Hein. Moi, je pense que Macron l'a emporté, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Ça va lui coûter plus cher à long terme que ce que ça lui a rapporté. Parce que quand vous êtes dans une logique de sauver uniquement des images, mais pas de répondre sur le fond, donc d'utiliser les moyens de l'État et des pouvoirs publics, non pas pour calmer la contestation, mais uniquement pour sauver l'image du président de la République, vous avez un problème. Lorsque vous demandez à des stadiers d'interdire les supporters de venir avec des cartons rouges et des sifflets, ça ressemble davantage à un pays autoritaire qu'à une démocratie libérale. En tout cas, moi, je ne connais pas de pays démocratique qui interdisent aux gens de venir sans sifflet, sans carton rouge, parce que je ne suis pas sûr que ce soit des objets blessants ou des objets agressants permettant d'agresser ni les joueurs, ni le président de la République. Les sifflets sont interdits sur les stades, quand même. Les sifflets, oui, mais de plus en plus, mais il y en a qui sont autorisés quand même. Le deuxième point que je vois, c'est que quand vous êtes dans une situation telle que Emmanuel Macron, quand vous mobilisez autant de moyens uniquement pour un ego trip, donc un moyen personnel, et vous êtes à la place des Français qui ont vu que notamment l'année dernière, avec le fiasco du Stade de France, on n'a pas utilisé autant de moyens pour un événement international où la France a été humiliée. On avait 50% de moyens supplémentaires par rapport à effectivement la finale de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est beaucoup plus exposée qu'une finale nationale. Mais ça veut dire surtout que le président sera condamné à des déplacements toujours plus verrouillés, chorégraphiés, sécurisés tout le temps. Non, mais ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire que les moyens de l'État sont davantage utilisés pour le bénéfice personnel d'Emmanuel Macron, sa communication personnelle, sa sécurité personnelle, que pour les Français en général. Et on a une inversion de la logique qui fait rappeler certains régimes. Et enfin, moi, je vois un dernier point qui est quand même dangereux pour le président de la République, c'est que vu la psychose qu'il y a eu hier sur le Stade de France, alors que c'est un événement sportif, auquel, quand vous êtes supporter de foot et vous êtes abonné de foot, vous savez très bien que ceux qui sont dans un stade sont concentrés davantage sur un match que sur la politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de psychose à l'Élysée, il y a une sorte de psychose du pouvoir de l'exécutif, où ils pensent en amont, avant même de faire un déplacement, que ça va être une catastrophe et que le président de la République va être accueilli n'importe où, même dans un endroit dit neutre, par des sifflets, des casseroles, etc. Ce qui n'augure rien pour les 100 jours qui ont commencé sous le signe de l'apaisement. Et sa sensibilité était de réinventer les rapports entre la base et le prétendu sommet. Mais là encore, les mécanismes de contrôle du pouvoir d'en haut, l'éternel retour des mêmes éléments de langage, des mêmes réflexes technocratiques ont entravé cette mission. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. L'image, parce qu'en fait, vous avez l'image d'hier, c'est un président qui se bunkérise. Et malgré tout, même dans son bunker, le bunker se fissure de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez, comme l'a rappelé Arnaud, les propres éléments de la propre majorité d'Emmanuel Macron qui commencent à se dire « Attention, le pouvoir s'écroule, donc courage, fuyons ». Et c'est ce qui commence à se passer à l'intérieur de la majorité, au sein du MoDem, au sein d'Horizon, auquel Édouard Philippe joue sa propre partition plutôt que celle d'Emmanuel Macron, et même au sein de Renaissance, le parti personnel du président de la République, il commence à partir et on commence à avoir de plus en plus de critiques. Moi, je pense que le souci essentiel qui souligne Bayrou, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron a été élu sur une triple promesse. Celle de aller au-delà des clivages entre la gauche et la droite, et finalement, il l'a réinstauré avec la réforme des retraites, un clivage classique entre la gauche et la droite auquel on n'est pas sorti. Il a instauré un clivage traditionnel. Le deuxième point, c'était de pouvoir reconnecter les Français et vaincre les déterminismes sociaux, les déterminismes géographiques, les déterminismes du diplôme, les déterminismes sociaux, etc. Et finalement, on voit bien que dans le temps actuel, les déterminismes n'ont jamais été aussi forts. Selon l'OCDE, il faut 6 générations pour une famille pauvre pour atteindre le revenu moyen, et c'est peut-être encore en train d'augmenter avec l'inflation et les problèmes d'ascension sociale. Et le dernier point que je vois qui est le plus problématique pour Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, sa promesse initiale, c'était de renouveler la politique, et finalement, il fait peut-être même pire que l'ancien monde dans les pires pratiques politiques, et c'est ce que dit Bayrou. Des éléments de langage auxquels des ministres ne pensent rien, hormis la pensée du chef de l'État, et uniquement des éléments de langage répétés qui n'inspirent pas aux Français, non pas une vérité réelle, mais une vérité d'en haut. Le retour qui inquiète, mais les éléments radicaux qui pourraient s'ajouter à tout ça, on parle de 1000 à 2000 éléments radicaux. Il y a de quoi s'inquiéter pour demain, William Tay ? Traditionnellement, le 1er mai est une fête plutôt syndicale, qui est organisée par les syndicats. Et on sait, et on l'a vu lors de la réforme des retraites, que les syndicats sont capables de tenir. Ils ont leur force d'ordre, la CGT l'a très bien fait, etc. Donc ils ont les moyens de tenir leurs troupes. La difficulté essentielle, c'est pourquoi est-ce que vous utilisez des drones ? Moi, je pense que ça dépend de l'utilisation et de la doctrine des forces de l'ordre. Moi, je ne la connais pas à l'heure actuelle, mais je pense que ça doit être utilisé uniquement pour les éléments radicaux et surtout les Black Blocs. Toujours les mêmes, les Antifa et les Black Blocs qui viennent là. Vous savez où ils se placent ? En tête de cortège, en amont. Et justement, moi, je pense qu'on doit le faire pour ça. Parce qu'à chaque fête, à chaque manifestation, vous avez toujours les mêmes qui viennent casser. Ce sont des professionnels du désordre. Et surtout, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que comme ils sont là uniquement pour imposer leur message
en vue d'un message politique, ils sont là pour casser, ils sont là pour terroriser, moi je pense qu'il faut les qualifier comme des terroristes. Et c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire que les syndicats tiendront leurs manifestants. Les forces de l'ordre, eux, doivent permettre à la fois aux syndicats et aux manifestants de pouvoir manifester et de pouvoir nous débarrasser des éléments les plus perturbateurs qui reviennent, toujours les mêmes chiffres, toujours 1000 à 2000 personnes à chaque cortège, à chaque manifestation, toujours les mêmes professionnels du désordre, et il est temps de les arrêter. Arnaud, une fois par an, mais là, les prix des matières premières commencent à baisser. Les prix des matières commencent à baisser, mais ils ont déjà en fait impacté dans leur marge et dans leur prévision en fait la baisse des prix. Donc là, ils veulent reconstituer leur marge et attendre un petit peu avant de renégocier. Et revenir, ils ont déjà fait un effort et ils considèrent que c'est plus à eux de faire un effort, mais c'est au gouvernement de le faire. Et qui a des moyens de le faire pour deux raisons. Moi, je pense que le sujet... Bruno Le Maire a appelé les industriels à renégocier plutôt. Oui, mais moi je pense qu'ils se trompent de logique depuis un an, que ce soit sur l'énergie et sur l'alimentaire. Eux considèrent qu'il faut faire ce qu'on appelle le délescage, la sobriété, c'est ça qu'ils appellent. Donc du coup que les Français doivent consommer mieux et moins, et de la même façon sur l'énergie et sur l'alimentaire. Et je pense que ça pose problème parce que ça conduit à ce que j'appelle moi la décroissance, moins de consommation d'énergie, moins de consommation alimentaire, moins de croissance économique, et en fait on rentre dans une spirale auquel on est en baisse constante. Moi je pense qu'il faut inverser la logique. Si par cas le gouvernement veut baisser les prix, il a qu'à baisser les taxes, à la fois sur les prix, sur l'alimentation et également sur les salaires pour donner plus de pouvoir d'achat aux personnes. Et deuxième point, ils ont moyen d'agir, c'est permettre d'augmenter plus de production. Parce que si vous avez plus de produits sur le marché, eh ben, les produits dépasseront la demande et donc du coup, les prix baisseront à long terme. Unitaire depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. À votre avis, est-ce que c'est annonciateur d'une mobilisation importante demain ? Il peut y avoir une mobilisation importante, ça ne faut pas exclure, mais ensuite après, c'est à quelle fin et quelle utilité. Imaginons qu'il y ait 2 ou 3 millions de personnes, allez, on va prendre un chiffre assez aberrant, ou les chiffres des syndicats de la CGT. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'Emmanuel Macron va retirer son texte ? Est-ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas publier les décrets d'application ? Évidemment qu'il va le faire, surtout qu'avec la baisse de la note française sur la dette, il est obligé en fait de maintenir sa réforme des retraites. Un signal extérieur qui nous impose évidemment... C'est encore pire, le fait que la note ait baissé ce week-end l'oblige à prendre les décrets d'application. On rappelle que cette note, c'est l'agence c'est la Fitch qui l'a déposée. Et ça détermine aussi nos capacités d'emprunt. D'emprunt à long terme. Bien sûr. Notre emprunt, la charge qu'on appelle la charge de la dette, donc les taux d'intérêt sur la dette, sont passés l'année dernière de 35 à 50 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est supérieur au budget de la justice et supérieur à l'économie engendrée par la réforme des retraites. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron retire sa réforme des retraites, il doit trouver non pas uniquement 10 milliards d'euros, mais il doit en trouver 25 à cause de l'augmentation des coûts de la dette. Le deuxième point que je vois, c'est qu'en fait, les syndicats doivent dire on se mobilise, mais à quelle fin ? Vous ne pouvez pas changer de gouvernement, vous ne pouvez pas contraindre Emmanuel Macron à retourner aux urnes et vous ne pouvez pas contraindre Emmanuel Macron à retirer son texte. Il ne reste qu'une seule possibilité que moi je vois la plus intéressante, c'est l'arrivée des casseroles et des casserolinades ou des casseronades qui en fait empêchent Emmanuel Macron de se déplacer, au fait qui donnent une image négative. Ils ne peuvent pas gagner eux-mêmes, mais par contre ils peuvent bloquer Emmanuel Macron en le contraignant à l'immobilisation et je trouve que c'est l'élément le plus important qui signe en fait Emmanuel Macron en marche, comme il avait lancé son mouvement en 2016, et finalement il est vers l'immobilisme. Le début de la fin du macronisme, y compris pour un certain nombre de ses électeurs. Alors j'imagine que c'est surtout ce qu'elle souhaite, Marine Tondelier. Pour autant, est-ce que c'est vraiment le début de la fin du macronisme, si ce n'est qu'il ne pourra pas se représenter effectivement à la fin de ce quinquennat ? Moi, je suis plutôt de cet avis. Et pourtant, moi, je suis pour la réforme des retraites. Je pense que la réforme des retraites est une victoire à la Pyrrhus d'Emmanuel Macron. C'est la fin de son mandat et c'est la fin de son quinquennat parce qu'il rentre dans ce que j'appelle la spirale de la loose. C'est-à-dire que tout ce qui tente fini en plomb. Alors qu'avant, Emmanuel Macron marchait sur l'eau. Tout ce qui touchait, ça marchait incroyablement. Il y avait la première réforme des retraites, il a réussi à s'en sortir grâce à la crise sanitaire. Même pendant la crise sanitaire et même pendant l'élection présidentielle, il a eu la guerre en Ukraine, il avait eu toujours quelque chose qui était positif, événement extérieur ou événement interne, qui a pu le sauver. Cette fois-ci, Emmanuel Macron, maintenant, tout ce qui touche le transforme en plomb. C'est-à-dire que tout ce qui tente, foire. Il va au Stade de France, ça ne marche pas. Il fait un déplacement, il y a des casseroles. Il tente une réforme des retraites pour économiser 10 milliards d'euros afin de sauver la stabilité de la dette de la France. Et au final, Fitch baisse quand même la note. Et en fait, tout ce qui va Il en a traversé des crises. Oui, mais il en a traversé des crises. Il tente une opération à Mayotte qui est plutôt, moi je trouve plutôt bonne à Mayotte. Et le juge administratif bloque son opération. Et en fait, maintenant, tout ce qui commence à tenter arrive dans la spirale de la loose. Et pourquoi je parle de spirale de la loose ? Parce qu'en fait, il est arrivé à un stade où sa base électorale et son capital politique est inférieur à 33%. Quand vous avez moins de 33% de capital politique, vous ne pouvez pas gouverner le pays, et deux, vous arrivez au moment où tout le monde commence à vous lâcher, à commencer par vos propres amis. C'est-à-dire que sur cette table, face à mes deux contradicteurs, je dois être le seul
maintenant à défendre Emmanuel Macron. C'est-à-dire que vous avez 2 personnes contre vous et c'est le moment où chacun commence à reculer, même au sein de sa propre base électorale. Quand vous passez en dessous de 33%, vos propres électeurs commencent à douter et quand vos propres électeurs commencent à douter, vous arrivez dans le même stade que François Hollande, à un enlisement profond du quinquennat auquel on pose la question, est-ce que le macronisme était une sorte de gaullisme ? Est-ce que quelqu'un va se réclamer du macronisme en 2027 en vue de la prochaine élection présidentielle ? J'en suis pas sûr. La semaine qui progresse. Aussi, mais parce que la NUPES a échoué. Parce que normalement, sur une réforme des retraites classique, où vous avez un combat gauche-droite auquel la droite veut relever l'âge donc porté par Emmanuel Macron et la gauche demande des mesures davantage sociales, c'est davantage la gauche qui récupère des voix. C'est ce qui s'est passé en 2010 lorsque Nicolas Sarkozy et Éric Woerth voulaient monter l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. La gauche en avait profité et avait gagné l'élection présidentielle de 2012. Cette fois-ci, la gauche ne récupère pas, notamment la NUPES, parce qu'ils tiennent des positions qui cristallisent et qui heurtent beaucoup d'électeurs intermédiaires et populaires, notamment sur leur position sur l'immigration, sur la laïcité et sur les combats culturels et identitaires. Et donc, du coup, Marine Le Pen capitalise sur la demande sociale. Le deuxième point, c'est qu'elle capitalise sur la demande d'ordre. Lorsque vous avez le bordel à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale ressemble davantage à une ZAD ou à la fête de l'UMA et que dans les rues, le gouvernement est incapable de pouvoir tenir l'ordre républicain, et du coup, Marine Le Pen capitalise à la fois sur la demande sociale et la demande d'ordre. Là où, par contre, je mets une limite sur Marine Le Pen, c'est est-ce qu'elle va pour autant rafler la mise en 2027 ? Et si elle dit qu'Elisabeth Borne est du vide, Marine Le Pen aussi, c'est l'air du vide. Parce que pour gagner, il ne suffit pas uniquement de capitaliser, de profiter des faiblesses de l'adversaire, il faut également proposer une vision d'avenir et un projet. Et je ne suis pas sûr que lorsque vous confondez des turbines avec des téléphones portables, vous êtes en capacité de diriger la France. Marine, de recourir aux drones pour suivre les auteurs de ces rodéos. Toutes les précisions avec Amaury Bucco. La lutte contre les rodéos urbains se poursuit et même s'intensifie, pourrait-on dire, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé une note au préfet, note que CNews a pu consulter et dans lequel le ministre de l'Intérieur demande à ce que les policiers et gendarmes multiplient les opérations de présence afin de lutter contre les rodéos urbains. Et pour cela, Gérald Darmanin n'hésite pas à dire d'utiliser des drones pour pouvoir se renseigner sur des rodéos en cours. Cette note adressée au préfet, elle fait suite à une précédente note qui était datée du 7 avril et qui devait justement anticiper l'arrivée des beaux jours et du printemps et qui demandait déjà au préfet de durcir le ton contre ce phénomène. Le recours aux drones, enfin une bonne nouvelle pour la lutte contre les rodéos ? Oui, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Il faut se baser sur 3 points pour diminuer les rodéos. L'idée, c'est de faire en sorte que, comme les gens veulent faire du rodéo pour s'intégrer dans leurs milieux sociaux, afin que ce soit un truc cool qu'ils puissent poster sur les réseaux sociaux, il faut que ça leur coûte plus cher de faire du rodéo que ça leur rapporte dans la réseau social. Donc il y a 3 possibilités. 1, les drones pour interpeller a posteriori. 2, saisir les véhicules. Et 3, la méthode à la britannique qui est de percuter. Et donc il faut cumuler les 3 pour diminuer les rodéos. Il faut créer un choc. Vous êtes quand même favorable au contact Moi je suis pour la stratégie du choc. C'est-à-dire qu'il faut mettre un choc psychologique pour faire comprendre à ceux qui font du rodéo que c'est mauvais pour eux. Et donc du coup, il faut leur mettre un choc assez violent. Et le choc assez violent doit poser sur des mesures assez fortes et assez symboliques qui reposent sur les drones, la saisie des véhicules non rendus et donc détruits, et également la méthode à la britannique qui est de percuter. Et comme ça, les gens se disent « Ah, c'est pas si rentable ». Vous êtes d'accord avec ça, Arnaud ?